Bonjour et bienvenue au 15e épisode de Like Motif. Cette semaine, c'est un épisode spécial. On va parler de les œuvres Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson et Where the Wild Things Are par Spike Jonze. Donc, rebonjour tout le monde. Phil, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, Zach, ça va bien? Ça va super bien. Ça va extrêmement bien. Même que je dirais, je me sens comme si j'étais enfant. Wow, no way, ça c'est tellement weird. Pourquoi, Phil? Parce que, me semble, cette semaine, on parle des œuvres Where the Wild Things Are et Fantastic Mr. Fox dans le contexte de c'est quoi une œuvre pour enfants? Wow! Wow. Et dans la conversation, je pense un peu plus large de tout ce qui entoure un film pour enfants et ce qu'on peut en ressortir en tant qu'adulte. Parce que est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on va le découvrir par la fin du podcast? Wow, peut-être pas. Donc, assurez-vous d'apporter vos enfants autour de votre speaker pour écouter un podcast qu'ils vont pas comprendre parce que même nous autres, on le comprend pas. Donc, on a décidé de prendre les œuvres Fantastic Mr. Fox et Where the Wild Things Are, puis pas aller avec comme le classique Disney, DreamWorks, Pixar. On a décidé d'aller dans ces films-là parce que c'est des films pour enfants, mais en tant qu'adulte, on a quand même une grosse réflexion. Puis là, on se questionne, est-ce que c'est vraiment des œuvres pour enfants? Wow! Donc, on va aller tout de suite dans la présentation des œuvres. On a Fantastic Mr. Fox, un film sorti en 2009, réalisé par Wes Anderson, écrit aussi par Wes Anderson et Noah Baumbach, basé sur le grand livre par Roald Dahl, et la distribution est donnée à George Clooney dans le rôle de Mr. Fox, Meryl Streep dans le rôle de Mrs. Fox, et The Whole Anderson Gang. Donc, on a Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Willem Dafoe, Adrian Brody. Whoa, the whole gang's back. Whoa, the boys are back in town. Puis là, le deuxième film qu'on va utiliser comme point de référence, c'est Where the Wild Things Are, un autre film de 2009. En fait, c'est un film qui est sorti, je pense, juste quelques semaines avant Fantastic Mr. Fox. Alors, quand même intéressant. Ça va peut-être un peu rentrer dans la conversation côté publicité. Mais je me dévance un peu, je vais en parler plus tard. Réalisé par Spike Jonze, scénario de Spike Jonze et par Dave Eggers, aucune relation avec Robert Eggers de Lighthouse. Basé sur le livre par Morris Sendak et à la distribution, on a Max Records qui joue Max, il y a Catherine Keener qui joue Mom et James Gandolfini qui joue Carol. Ouh! Donc, qu'est-ce qui se passe dans les films? Je sais pas si Zach, tu veux commencer avec qu'est-ce qui se passe dans FMF? Oui, donc c'est certain, spoiler warning, si vous l'avez pas déjà vu, allez l'écouter, sinon, on vous spoil le film. Fantastic Mr. Fox, c'est un film stop motion. Ça parle d'un renard qui est habitué de voler des poules. He's living the thief life. Mais là, il a besoin de devenir un père de famille parce que sa blonde est enceinte. Donc là, on suit l'histoire de lui qui est devenu maintenant père de famille, mais qui décide de quand même retourner à son old thief life et de recommencer à voler des poules. Différentes affaires de des fermiers qui vivent pas loin de chez lui et les fermiers veulent avoir leur revenge, donc c'est eux autres qui sauvent en dessous de la terre et les fermiers qui essaient de les tuer. C'est essentiellement ça l'histoire. Side note, moi, j'ai vu le film quand je pense autour de quand c'est sorti, puis il y a des usines très stéréotypes usines dans le film. Et là, quelques années après ça, il y avait une annonce de Twix où ce que c'était Right Side Factory et Left Twix Factory. Et dans ma tête, c'était la même usine. So, pour une raison, j'ai toujours pensé que dans le film Fantastic Mr. Fox, il y avait un subplot à propos des deux côtés du Twix bar. Ça, c'est mon anecdote Fantastic Mr. Fox Childhood Memory. Mais oui, ça c'était un petit à côté. Et là, pour Where the Wild Things Are, l'histoire, c'est quand même assez simple. C'est pas lourd, côté, comme il n'y a pas beaucoup qui se passe. Mais essentiellement, Max, il y a un peu d'un argument avec sa mère, puis il est très fâché. Fait que là,
à travers un rêve, basically, il rencontre plein d'amis, des Wild Things, puis toutes ces Wild Things-là, ben avec eux, il devient roi des Wild Things, puis il essaie de créer un fort, puis il essaie de créer tout un royaume, puis il essaie, avec ces Wild Things, d'un peu découvrir, what's right and what's wrong, puis de créer la paix dans son nouveau royaume, puis là, ben à travers ce rêve-là, il répond à plusieurs des questions qu'il a en tant que jeune, puis là, il se réveille, et il retourne à sa vie normale, puis il mange du céréal avec sa mère, puis everything is good. C'est du céréal ou du gâteau? Parce que ça change toutes mes notes. Ouais, frig, oh my god. Je pense, j'ai peut-être mal compris. Moi, dans ma tête, c'était des céréales. Mais aussi, je pense que peut-être que je projecte mon enfance, tu sais. Question de même, est-ce que ça t'arrive des fois de couper dans un gâteau, pis c'est du céréal à l'intérieur, mais comme il y a le lait aussi, c'est comme, ah shit, man. T'as juste une fourchette, donc c'est weird. Non, mais parfois par accident, comme le matin après comme un party, je vais pour ce que je pense être une boîte de mini wheats, puis là je commence à verser ça dans un bol, puis je mets du lait, puis je réalise, c'était actually juste plein de morceaux de mon gâteau de fête coupé, mis dans une boîte. Puis là je viens de me verser un bol de gâteau. De gâteau, ouais. So, I've been there. Donc, on va tout de suite aller dans notre premier sujet, je pense. on va parler de côté enfant. On va se ramener à Philippe à l'âge de 7 ans et Zacharie à l'âge de 7 ans. On est des enfants, on écoute Where the Wild Things Are et Fantastic Mr. Fox pour la première fois et on vit ce rêve-là ensemble. Pourquoi qu'on dit que c'est un film d'enfant? Mais les deux, c'est basé sur des livres d'enfants que moi, j'ai pas eu la chance de lire quand j'étais jeune, parce que moi, je lisais J'aime lire et Les Explorateurs à mon frère et ma sœur. Dans le fond, je lisais pas des livres, je regardais les images dans un magazine. Mais toi, as-tu lu les livres? Non, ben je pense j'ai vu une pièce de théâtre de Where the Wild Things Are quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas lu le livre. Ben en partie, tu sais, c'est des livres du 20e siècle et malheureusement, à chaque nouveau siècle, les livres sont juste reset. Fait que parce que moi, je suis né dans le 21e siècle, je peux juste pas lire des livres du 20e siècle. Tu vas pas comprendre. Ouais, ça c'est juste, j'ai pas le référent d'avoir des rêves. Les rêves sont complètement différents. Non, j'ai pas lu. J'ai lu du Roald Dahl en général. Me semble que le livre à propos de la fille avec les pouvoirs, puis elle a la prof qui est vraiment fâchée tout le temps. Aurélie Laflamme. Non, son nom son nom commence avec comme un M. Puis Mathilda, me semble ça c'est un livre de Roald Dahl. Vraiment? Oui, je pense que oui. C'est un film aussi. Oui, et puis un film réalisé par Danny DeVito. Pardon? Je sais pas si tu savais. Oui, je sais pas si tu savais ça. C'est Danny DeVito qui a réalisé Mathilda. Tu sais, le meme de FBI qui comme te texte pis comme We're coming for you, quelque chose comme ça. Yeah. Quand t'as dit c'est Danny DeVito, j'ai tout de suite pensé que le FBI était pour rentrer dans notre podcast pis comme stop this. Comme si on avait figuré de quoi. No way. Yeah, c'est Danny DeVito qui a réalisé genre un des plus grands films de mon et je pense plusieurs de notre enfance. So si tu savais pas ça, fun fact of the day, t'as appris quelque chose. Life is changed. Grâce à Danny DeVito. Bon, ben, ça n'avait pas vraiment rapport avec nos deux films, à part un livre de Roald Dahl. Oui, mais là, tout ça, toute cette grande parenthèse pour dire, c'est des films qui sont basés sur des livres pour enfants. Puis je pense que, tu sais, avec ça, c'est facile de un peu fill in the blanks, puis de dire, ah, mais oui, ça doit être des films pour enfants. Et je pense que oui, il y a clairement un côté que c'est pour enfants, mais je pense qu'il faut aussi un peu reconnaître, surtout pour Where the Wild Things Are, je pense que c'est un livre plutôt pertinent pour le monde c'est sorti en 1963 les livres, puis je pense que c'est pas nécessairement un livre que comme un jeune en 2009 aurait lu. Ouais, mais le livre a genre 10 phrases. Ouais, je pense que c'est 9 phrases. Ah, ok, mais désolé. Oui, c'est très peu. Ben, quand même. C'est même pas double digits, man. Damn. Mais oui, donc c'est quand même, c'est pas... Le film il est 2 heures. Le film il est 1h40, si c'est pour me corriger. Il est vraiment 1h40. 1h44. Fuck! Shit! Je pense. En tout cas, donc, Spike Jonze et le frère, qui n'est pas le frère à Robert Eggers, ont un peu construit autour de l'idée du livre. Par exemple, dans le livre, les Wild Things ont pas vraiment de personnalité. C'est juste comme du monde qui chill, qui ont du fun avec Max. Dans le film, qu'ils ont des personnalités. C'est fort. Ouais. Ils ont des auras, man. Ils passent des vibe checks. Oui, ils les fails, ça dépend de vous. Mais ils en ont
Il y en a la personnalité. Puis oui, ben je pense avec la personnalité des personnages dans The Wild Things, parce que j'ai pas lu le livre, c'est en fait difficile de comparer et de contraste, mais je pense que c'est à l'aide des personnalités des Wild Things qu'on voit un peu les pensées de Max. Mais juste pour contexte, pour c'est quoi les difficultés que Max vit. Donc, au début du film, on voit Max qui s'amuse à l'extérieur. Il vient de se construire un petit igloo. Puis là, sa sœur et ses amis sont... Qui est une mauvaise idée. Moi, j'ai toujours appris de jamais construire un igloo dans un snowbank que le snowplow vient de construire parce qu'il va y avoir un auto qui va passer, qui va me frapper, qui va me tuer. Moi, j'ai toujours appris ça. Quand il a dit ça, j'étais comme Max meurt, c'est certain. Ouais. Puis le fait qu'il meurt pendant les premières 5 minutes, j'ai trouvé ça... C'est là où je dis que c'est pas réaliste comme film. Puis je pouvais juste pas regarder là. T'as pas lu le livre ou t'as pas écouté le film. Ça aussi, le livre, pas mal certain qu'il meurt pas. Je l'ai pas lu, mais je suis pas mal certain qu'il meurt pas dans un snowbank. So, je sais pas. C'est à considérer. Si vous aimez pas les livres de fiction, peut-être pas pour vous. Oui, pour revenir à nos moutons. Donc Max, il construit un igloo, puis il est très fier de son coup. Puis là, un des amis de sa sœur, et on se rappelle que la sœur de Max ne voulait pas jouer avec lui parce qu'elle était avec ses amis. So déjà là, ça fait mal. Et les mêmes amis qui veulent la sœur de Max, essentiellement, détruisent son igloo. Il est très... Anyways, il y a une fête. Il est fâché. So il va dans la chambre de sa sœur, ruine la chambre de sa sœur. Là, la mère est fâchée, toute la famille est fâchée. So, il y a le côté de comme Max veut juste s'en aller. C'est ça qu'il fait avec ses rêves. Bref, pour revenir à l'idée de... C'est les personnages des Wild Things, je pense qu'ils créent un peu la résolution de problèmes. J'ai une autre parenthèse pour toi. Oui. Moi, encore, réalistiquement, si on est pour parler d'un film réaliste, j'aurais aimé que pendant qu'il fait sa grosse rage, il y ait la chanson I'm Just a Kid and My Life is a Nightmare de Simple Plan qui joue par-dessus. Ok, moi je pensais que t'écoutais juste du Deadmau5 quand t'étais un kid. Deadmo5, s'il vous plaît. Oui, Deadmo5. Deadmau5. On respecte nos artistes canadiens. Oui, dans ma tête, tu t'écoutais juste du Deadmau5 quand t'étais un enfant. Mais c'est correct, tu peux écouter ce que tu veux quand tu détruis la chambre de ta sœur. Ouais, so, pour revenir... Là, j'ai vraiment perdu les moutons, mais je vais essayer d'y revenir. Mais oui, les personnages, les Wild Things, c'est leur personnalité, je pense, où ce qu'on voit un peu les représentations des différents problèmes dans la vie de Max. Donc, tu sais, t'as un personnage qui est plus contrôlant, qui est plus motherly figure, mais qui veut comme toujours limiter Max. Donc ça, très clairement une métaphore pour sa relation avec sa mère. Puis là, t'as Carol, où ce que je pense que c'est vraiment le côté comme peut-être instinctif, plus animal de Max, où ce qu'il veut juste faire ce qu'il veut, tu sais, puis il veut être aimé, mais ils sont aussi seuls, puis des affaires comme ça. Donc Carol, c'est presque Max qui se confronte lui-même. Je pense que KW, c'est vraiment sa sœur, puis il est comme, what? Yeah. Mais KW a d'autres amis, what? Puis c'est pas très subtil. C'est quand même assez évident de figurer par contexte. Mais tout ça pour dire que Spike Jonze utilise les Wild Things du livre, puis il expande sur ça pour vraiment créer comme pas mal tout un monde où est-ce qu'on a l'impression qu'on connaît les problèmes de Max par l'entremise de personnages. Puis ça, c'est, je pense, une bonne façon pour un enfant probablement de voir un problème personified. Mais je pense juste, si on step back avant d'analyser vraiment l'œuvre, juste penser l'idée de comment est-ce que ça peut attirer un enfant à l'écouter. Moi, je me rappelle quand c'est sorti en 2009, j'avais 9 ans, puis je me suis dit, oh my god, ça va être le film le plus cool, les bonhommes ils ont l'air tellement cool. Donc déjà là, il y a des géants de puppets de la Jim Henson Company qui ont fait. Les puppets, ils ont l'air cool. Ça a l'air quand même un monde assez farfelu, assez whack. Puis là, quand tu écoutes le film, il y a des grosses scènes où ils sont juste en train de se battre. Ils sont très chaotiques, les Wild Things. Ils sont drôles, donc un enfant peut trouver ça drôle, peut trouver ça le fun. Mais je pense que c'est un peu la même idée avec Fantastic Mr. Fox. Pas que il y a beaucoup de batailles nécessairement dans comme les trailers, mais je pense que le côté, I guess le aesthetic, mais genre les décisions artistiques pour, je sais quoi, le look du film sont autant importantes que n'importe quoi de narratif ou n'importe quoi de thématique ou n'importe quoi comme ça, comme juste what the movie looks like est autant important pour attirer un jeune, parce que si on va être honnête, un jeune de 8, 9, 10 ans va juste être comme oh wow, le renard a de l'air donc bien cool, ou quelque chose du genre, right? Puis semblable comme tu viens de mentionner pour Where the Wild Things Are, le côté attirer l'attention, utiliser un esthétique qui stand out, puis que, tu sais, pas nécessairement des belles couleurs pour Where the Wild Things Are, c'est quand même tout assez genre brown and muddled, mais je pense que les monstres sont assez cool que les jeunes sont comme wow,
seems somewhat familiar. Ouais. Mais pour Fantastic Mr. Fox, c'est vraiment l'esthétique de Wes Anderson. Tu sais, du dialogue rapide, les couleurs sont toutes dans le même palette, du cadrage bien calculé. Ça a l'air, ça va sonner weird, ça a l'air d'un cartoon. Bel et bien que c'est un cartoon. Ça feel vrai parce que c'est du Wes Anderson, right? Est-ce que tu me suis, Phil? Ça a l'air d'un cartoon, ça feel vrai. Oui. Ça feel vrai parce que c'est Wes Anderson et il y a tellement de détails. C'est le même esthétique que comme genre Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom. Donc, que ça soit un claymation, du stop motion, ou que ce soit un autre film de Wes Anderson, ça a quasiment de l'air comme la même affaire. Mais aussi, à cause que c'est Wes Anderson, ça feel comme un cartoon. Ouais. Donc, essentiellement, Wes Anderson a une esthétique que, même si c'est vrai, ça a l'air d'un cartoon. Si c'est un cartoon, ça a l'air vrai. On est comme dans un milieu tout le temps. Puis ça, c'est le fun pour un enfant, puis pour un adulte. Moi, je me rappelle d'avoir écouté des films pour longtemps, puis faire comme « Ah, c'est le fun, c'est cool », mais plus tard, comprendre c'est qu'est-ce qui fait un beau shot, qu'est-ce qui est le fun à regarder, puis d'écouter du Wes Anderson, puis dire comme ok, ça c'est bien fait. T'sais, de l'aimer encore plus à cause de ça. Puis pas juste à cause que l'histoire est drôle, puis les personnages sont funny. Ouais, ben je pense que c'est un peu ça la différence entre. Il y a des films qu'on regarde quand on est jeune où on est comme oh my god, c'est freaking hahaha. Puis là on le revisite quand on est plus vieux, on se dit genre c'est de la merde. Ou si on était chanceux puis on avait vu, tu sais, comme les films Pixar, tous des films qui sont très bien faits. Ouais. Ou dans ce cas-ci, tu sais, Fantastic Mr. Fox ou Where the Wild Things Are. Puis tu peux quand même le regarder aujourd'hui puis dire comme ok, il y a une valeur là. Tandis que tu sais, si je revisite Shark Tale, je suis comme un peu bourré de stéréotypes racistes. Puis je sais pas, le fait qu'ils ont sexualisé un poisson au bout, très weird. Mais en tant que jeune, t'es comme hahaha, fish go Jamaican accent. Puis tu te dis que c'est le meilleur film qui a jamais été fait. Y a-t-il un autre film que quand t'étais plus jeune tu tripais? Genre moi plus jeune, un de mes films coup de cœur, c'était Master of Disguise. J'ai écouté ce film-là avec Dan Carvey, non? Non, je sais pas. Tu sais pas c'est quoi? C'est, pour le monde qui savent c'est quoi, ils ont adoré probablement, mais réécoutez le film puis vous allez comprendre comment c'est terrible comme film. Essentiellement, c'est Dan Carvey qui sait comment faire quelques imitations. Pis c'est toujours comme genre des imitations so-so qu'il faisait sur SNL. Puis là, ils ont décidé de faire un film avec ça. Pour toi, y a-t-il un film? J'essaie de penser. J'ai été assez chanceux. Comme je regardais pas beaucoup de films quand j'étais jeune, mais tu sais, comme c'était majoritairement genre, j'avais les films Pixar, comme Monsters Inc. et les Cars films, c'est les films qu'on regardait le plus. Je sais que le monde, en général, rank pas Cars super high dans les films Pixar, mais c'est quand même des films Pixar. Comme le pire film Pixar est meilleur que plusieurs autres films. Puis là, genre, je pense comme les DreamWorks films, c'est probablement les films les plus questionnables que je regardais, mais même là, comme tu peux hate sur Shrek, mais à quel niveau est-ce que tu peux hate sur Shrek? Comme de façon non ironique. Mais j'essaie de penser. Comme il y a probablement des comédies de genre Will Ferrell, comme Land of the Lost. Quand j'étais jeune, j'étais comme peak comedy. Puis je me rappelais aucunement de ce qui se passait dans Land of the Lost. Puis j'ai essayé de le réécouter il y a quelques semaines. Je suis comme, ouais, j'ai quand même aucune idée de ce qui se passe dans Land of the Lost. Tout ça, encore une fois, je viens de me pogner un bon berger, fait que je suis capable de garder nos moutons. Pour revenir au point que, tu sais, il y a une différence entre un film qui est comme visuellement, genre, ça pogne les kids, puis qui est capable de follow-up avec un vrai bon film. Tu sais, c'est facile d'avoir un film rempli de couleurs, puis rempli de whatever, mais ça veut pas dire que c'est du Wes Anderson, que c'est bien cadré, que c'est bien réfléchi, puis il y a de l'amour dans le film. Puis bon, tout ça pour dire, dans le cas des deux films, je pense pas que c'est le cas. Puis, je pense que le fait que c'est basé sur d'autres œuvres, ça aide un peu. Parce que j'imagine que Spike Jonze a beaucoup d'amour pour le livre Where the Wild Things Are. Puis j'imagine que Wes Anderson a beaucoup d'amour pour le livre de Roald Dahl. Puis parce que de ça, ils veulent faire certains qui créent des bonnes œuvres pour les rendre justice. Ouais, c'est certain. Ouais. Puis là, je pense pour continuer sur l'idée de comme pourquoi ça fonctionne, parce qu'il y a plus que juste Pretty Colors, il y a aussi quelque chose qui rejoint les jeunes. Puis je pense que la difficulté pour moi de dire comment est-ce que ça va chercher les jeunes émotionnellement, c'est que j'ai juste analysé ces deux films-là right now, dans la dernière semaine. Ouais. J'ai pas fait une analyse en tant que jeune. Puis c'est peut-être là, c'est facile pour nous à l'âge, on est quand même assez jeune, mais on l'a pas analysé quand on l'a vu à l'âge de 9-10 ans. Donc c'est difficile de dire exactement ce qu'il cherche, mais voici un peu ma théorie. Puis je pense que je vais peut-être continuer sur ça, sur le côté pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi pour les adultes. C'est pas des films qui traitent les jeunes, ou for that matter, l'audience comme des idiots. Comme un jeune de 7, 8, 9, 10 ans n'est pas cave, ils ont peut-être pas autant de vécu, mais ils peuvent comprendre ce qu'on leur dit. Donc, je pense que quand le film respecte cette intelligence, puis leur donne le film as it is, puis essaie pas de comme
expliquer des affaires trop, puis être comme, hey, est-ce que tu comprends? Le wild thing ici, c'est la mer. C'est un métaphore pour la mer. Hey, kiddo, Jimmy, est-ce que tu sais, comme tu veux pas avoir un film, est-ce que tu as l'impression que comme à chaque quelques minutes, ils sont en train de te donner des rappels de ce qui se passe? Puis c'est certain que tu vas avoir des enfants qui vont pas être capables de porter attention pour tout le film, puis ils vont pas être capables de figurer ce qui se passe. Mais c'est pas des films qui sont très lourds. Puis pour Fantastic Mr. Fox, il est semblable. Je pense que c'est peut-être plus un message genre d'adolescence, mais peu importe. Tu sais, un jeune qui est capable de regarder le film, puis de comprendre l'idée de comme d'appartenir, puis de, tu sais, un peu la relation entre le jeune fils puis le père, il est capable de comprendre ça parce que le film est honnête à propos de la relation, puis c'est pas comme oh my god, est-ce que t'as compris comme haha, il y a genre un half-brother que comme il est meilleur que lui, comme est-ce que t'as compris pourquoi il se sent mal à propos de ça? Puis je pense un film qui respecte ton intelligence en tant que jeune, tu vas vouloir le regarder parce que t'es pas comme this is a dumb kids movie, t'es comme c'est un bon film parce que kids don't want to feel like they're watching a kids movie, puis un adulte veut pas penser qu'ils sont en train de regarder un kids movie. À part de, tu sais, c'est différent pas comme Treehouse où que t'as comme 2 ou 3 ans. Ouais. L'affaire avec moins avec Where the Wild Things Are, ben avec Fantastic Mr. Fox. Comment c'est écrit, l'humour est très subtil par moments. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent autres que juste c'est un film pour enfants. Mais le slapstick de le cartoon, genre toutes les exagérations font qu'un enfant va regarder ça puis va aimer. Ouais. L'autre jour, avec mon neveu de 3 ans, on écoutait Cloudy with a Chance of Meatballs 2. Puis ça, c'est comme genre, il abuse le fait que c'est des cartoons. Les personnages, il n'y a pas une phrase qu'ils disent sans bouger, sans comme twister leur corps. Puis c'est juste trop comme intense. Donc pour mon neveu, lui, il écoutait ça, il trouvait ça bien drôle. Moi, j'étais comme, tu sais, il n'y a pas rien pour moi en tant qu'adulte, genre. Mais Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson est capable de avoir un balance entre les deux. Que oui, peut-être un enfant va pas tout comprendre, mais il va sortir de là pour faire comme le renard était drôle, papa. Le père va être comme ouais, il était très drôle. Puis le père va penser d'autres affaires aussi. Ouais. Comme il va avoir une réflexion. Mais avec Where the Wild Things Are, j'ai de la misère à croire qu'un enfant va écouter ce film-là pour faire comme si on parle d'un enfant de comme genre 6, 7, 8. J'ai de la misère à croire qu'un enfant va être comme « Wow, c'est mon film préféré ». Parce que c'est un long film pour un film d'enfant. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Oui, les Wild Things sont le fun à regarder, puis sont drôles, mais c'est plus deep. Ouais. C'est quand même difficile à faire un équilibre parce que, tu sais, comme quand tu fais... Est-ce que Spike Jonze et Wes Anderson sont en train de faire des films pour enfants ou des films à propos de l'enfance? Puis on peut en revenir, je pense, un peu plus tard. Tu sais, dans le cas de Wes Anderson, je pense que son style est assez équilibré, right? Parce que le texte est tellement dense, mais que le visuel est tellement riche, il est juste capable d'équilibrer où ce que comme, tu sais, pour tout le monde. Ouais. Mais je pense que où ce qui est peut-être Where the Wild Things Are trouve l'équilibre, c'est que plot-wise, c'est quand même léger. Oui, c'est long, puis tu demandes quand même une certaine patience, mais genre l'histoire est pas compliquée. Il y a un kid qui devient roi de créatures, puis il essaie de régler des problèmes, right? Ça c'est pas lourd. Puis, tu sais, t'es pas en train de demander de te rappeler. Wes Anderson, un peu le contraire, où c'est comme, c'est rempli de plein d'affaires, mais parce que, dans son style, il utilise genre la narration du personnage, jusqu'il explique comme le braquage, puis comment ça fonctionne, puis tu le vois. Parce que de la façon que Wes Anderson dit ses histoires, ça fonctionne. Mais oui, avec Where the Wild Things Are, je pense, parce que l'histoire est simple, et je pense que les idées sont aussi émotionnellement, puis là, il faudrait faire, je pense, une analyse un peu plus profonde, mais je pense qu'émotionnellement, c'est pas des idées compliquées. C'est des idées de... Même si... Je sais pas, c'est difficile à dire, moi qui ai 19 ans, qui peut comme parler de mes émotions, mais je sais pas, je pense que si j'étais un peu plus jeune, je pourrais quand même regarder le film, voir le jeune Max qui est tout seul et comprendre pourquoi il se sent un peu tout seul. Puis je m'attends pas à ce qu'un enfant sort puis commence à avoir une conversation de comme mais oui, et c'est ça la raison que lorsque moi je suis à la récréation puis que je reçois pas le ballon de soccer, tu sais, je pense pas que c'est à ce niveau-là. Je pense qu'il va avoir au moins une connexion avec le film émotionnel où il ressent au moins un peu de sympathie ou d'empathie pour les personnages. Et aussi côté, oui, il y a pas les couleurs visuelles folles, but they smash house sometime and that fun because action et ils sautent et they're big. So il y a quand même un côté très animal qui est au moins à la base pour les kids qui ont vraiment juste, ils peuvent pas porter attention puis c'est juste pour comme du visuel. Il y a au moins un peu de bonbons là. Ouais, puis il y a Mark Ruffalo aussi. Je t'ai dit bonbons, donc j'ai tout de suite pensé à Mark Ruffalo. Man. Donc c'est certain, moi, quand j'étais jeune,
S'il y avait un film avec Mark Ruffalo, j'ai écouté tout de suite. Foxcatcher, ça a shapé mon enfance. Zodiac. Zodiac, Ouais. hey, j'avais 5 ans. Ouais. Je le connaissais par cœur, le film. Ouais. C'est pour ça que je vais jamais vouloir aller en Californie. C'est parce que de ce film-là. Because they still haven't found him, bro. They still haven't found the Zodiac Killer. Ouais, mais c'est un film. C'est pas vrai, man, c'est un film. Ah! Ouais, c'est ça. Ouais. J'oublie toujours que c'est un prequel, Non. puis là, qu'il tue Edward Norton, et là, qu'il devient Hulk, parce qu'il Ouais, mange, ouais. comme, whatever, il vole les pouvoirs de Edward Norton. Dans Fight Club, je pense, il y a un cameo où ce que, en fait, Mark Ruffalo et Ed Norton, c'est la même personne, puis là, le spoiler sur c'est Fight ça. Club, puis là, Mark Ruffalo devient Hulk, ouais. Damn, shit. On veut-tu revenir à nos moutons, ou Ouais, je pense que je vois un mouton pas loin, je vais juste le ramasser. Donc, je pense que Where the Wild Things Are, à cause que tantôt t'as dit 1963, Pour le livre, oui. ça a sorti? Le livre, exactement. Donc, il y a une certaine génération qui ont grandi avec ce livre-là. Je pense que le film est un peu genre une réinvention de l'histoire pour que les parents fassent comme « Ah, man, je me rappelle de tout ça quand j'étais jeune, je vais amener mon enfant ou moi, je vais aller le voir parce que moi, je me rappelle de l'histoire. » Puis là, c'est comme une nouvelle façon de voir l'histoire. Un peu comme qu'ils ont fait avec le film du Petit Prince. Il y a une certaine génération, mais il y a plusieurs générations qui ont grandi en lisant le livre Le Petit Prince. Ouais. Puis là, récemment, ils ont sorti le film où est-ce qu'ils rajoutent des parties où est-ce que le Petit Prince devient maintenant adulte. C'est juste comme une réinvention de l'histoire qui est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, un bon film. Bon film. Très bon film. Ouais. Mais je pense que, je sais pas, c'est difficile à dire comme, encore une fois, en tant que, je suis pas parent, puis moi j'ai pas vu de film Geronimo Stilton. Est-ce qu'il y en a? Ouais. C'est cool parce que quand tu grattes le screen, ça sent les pieds de troll. Ah, nice. Je savais pas que Netflix avait cette fonction-là. Ah, man. C'est depuis que Spy Kids Ouais, 4D est sorti. True. Bro. Life-changing movie. Life-changing movie. Mark Ruffalo, il est pas dans celle-là, par contre. Ah, c'est pour ça que je me rappelle pas du plot. Ouais, puis en fait, Roger, je me mélange sur les noms. Roger Ebert, sa review du film a dit ça, que lui, parce qu'il avait grandi avec le livre, il était capable d'en sortir quelque chose, mais il avait peur que pour les jeunes, ce soit juste un autre film. Parce qu'il y a tellement de films avec des créatures fluffy, CGI. Donc, je pense que c'est là où c'est un film pour enfants qui est réussi comme film pour enfants, mais est-ce que ça réussit à être un film pour adultes? Puis c'est là où c'est quoi la valeur d'un film pour enfants? C'est quoi la valeur d'un film pour adultes? Est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas encore, parce que je pense qu'un film comme Where the Wild Things Are, j'apprécie plus maintenant que j'aurais apprécié comme jeune, parce que ça me fait réfléchir sur mon enfance, puis ça me fait réfléchir sur les émotions que j'ai ressenties. Je pense que ça me fait penser un peu plus à comment est-ce que je vais traiter, tu sais, une fois que moi j'ai peut-être possiblement des enfants, tu sais, comment est-ce que je vais faire certains de les faire sentir aimés, mais aussi émotionnellement, comme s'ils sont capables d'avoir une conversation, right, à propos de comment ils se sentent, puis des affaires comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même cette réflexion. C'est facile de séparer qui on est maintenant de qui on était comme enfant, mais c'est la même personne avec la même trajectoire, puis on peut quand même penser comme un enfant. Un peu la même histoire que Le Petit Prince, right? Un peu ce même message-là. Puis je pense voir un film de la perspective d'un enfant, mais pour des problèmes qui sont quand même veux pas pertinents. Tu sais, des affaires comme se sentir toute seule, puis se sentir comme, tu sais, les autres personnes sont pas nécessairement de notre bord. C'est quelque chose de très adulte aussi. Souvent, ça ressort pas de façon aussi simple que dans le film, mais quand même quelque chose là pour les adultes. Je pense que c'est ça la différence. La morale est différente si t'es un enfant ou si t'es un adulte. Ouais. Pour enfant, moi, encore, comme Phil, j'ai pas vu le film quand j'étais jeune, mais j'ai l'impression que si j'étais enfant, j'aurais vu le film et j'aurais dit « Ah, c'est un film qui parle de famille, qui parle de amitié, de découvrir des affaires. » Qui est pas une mauvaise réponse. Mais comme Phil vient de dire, adulte, la morale, ça nous ramène à notre enfance, à l'imagination. Ça nous ramène à comment c'est d'être un enfant. Et essayer de comprendre si tes parents, essayer de comprendre ton propre enfant, s'il agit d'une certaine façon. C'est ça, un rappel de « Hey, t'as été dans la même place que lui. » Ouais. Pas que la mère est une mauvaise mère ou rien, mais un enfant peut se sentir délaissé facilement s'il n'y a pas d'attention. Et je pense que c'est très intéressant parce que c'est presque le message, pas le message contraire, mais avec Fantastic Mr. Fox, j'ai l'impression que pour enfants, le film est en train de dire « N'aie pas peur de vivre ta propre enfance ». Mais je pense que pour Fantastic Mr. Fox, si tu es un adulte puis tu le regardes, tu vois Mr. Fox et tu réalises que oui, ok, j'ai eu ma propre enfance, mais l'enfance que mon enfant va vivre va pas être la même, right?
Donc, je pense que tandis que Where the Wild Things Are te rappelle que toi aussi, t'étais un enfant. So, try to put yourself in those shoes. Fantastic Mr. Fox, c'est plus, toi, ton enfance était différent. So, essaie pas de retourner, tu sais, Mr. Fox qui essaie un peu de retourner à genre ses teenage bad boy years. Je pense que dans ma tête, c'est genre un peu une métaphore de comme... Ah, mais comme un gars que, tu sais, à l'école secondaire, dans toutes les équipes de sport, était très cool, avait fait des affaires sick, ridait sa motorbike, puis des affaires comme ça. Puis là, le fils est comme, moi, papa, toi, tu faisais quoi au secondaire? Mais veut pas, son fils est différent. Donc, tu sais, c'est cette idée de ton enfant va vraiment être différent de toi, une personne très différente. Fait que traite-les comme cette personne-là, puis aide-les à devenir la meilleure version de eux, pas genre un athlète. S'ils veulent être un athlète, encourage-les à devenir un athlète. Tu sais, comme si toi, t'es comme quelqu'un qui tripe bien sur les colloques, puis harmonium, puis tu veux que ton fils joue de la guitare, puis des drums, puis fait de l'impro, mais là, ton kid est comme, non, moi, je veux juste jouer du hockey. Faut les appuyer dans ça. Là, t'as pas le choix de donner ton kid à des tournois de hockey autour de la province. Puis t'es comme, man, j'aime même pas ça le hockey. Ah. Puis là, tu blastes les cowboys fringants dans le char, puis il est comme, Dad, I hate French music. Puis là, t'es comme, oh my god, kid. Puis t'es comme, wow, ça se peut pas. Puis comme, actually, t'es comme, quoi? Puis comme, j'aime la musique francophone, juste pas les cowboys fringants. Puis t'es comme, pardon? Puis comme, actually, puis t'es comme, ok. Puis comme, j'aime pas la grande messe. Puis là, tu break le tout, tu le sors de là. Puis tu dis, run, you're free now. Go. Va vivre dans un monde qui aime pas la grande messe des cowboys fringants. Ah. Ça s'appelle l'enfer. Wow. Holy shit, tu vois ça? Un mouton. Donc, je pense que, comme tu as dit, pour la morale un peu de Fantastic Mr. Fox, moi encore, si j'étais un enfant, je m'aurais dit, c'est un film qui parle de famille encore. C'est un film, je pense que tous les films d'enfants, moi je suis comme, c'est un film de famille. Ouais. Parce que c'est souvent ça le front. C'est souvent comme, à cause d'un enfant, c'est ça qu'il connaît, la famille. Ouais. Mais la plupart des enfants, il y a du monde qui connaît pas, là, comme mon enfant qui aime pas les cowboys fringants, qui connaît pas la famille. Ouais. C'est correct. Je pense que les deux films font un bon job à démontrer, oui, dans le contexte de la famille, mais juste dans le plus grand contexte, je pense que toi, en tant que jeune, parce qu'ils suivent clairement deux jeunes héros, si on veut, qui sont quand même, ils ont leur propre façon de faire, mais je pense que dans les deux cas, ça force un peu le jeune à réaliser, de regarder de l'autre bord de la médaille, tu sais, il y a une autre perspective à considérer. Pour Max, lui, il doit être considéré comme il doit considérer les perspectives de toutes the wild things. Donc ça, c'est quand même beaucoup, right? En tant que jeune, tu penses beaucoup à, OK, what do I want for myself? How am I gonna get out on top of this? C'est deux films qui démontrent un peu, tu sais, the other side of the medal, avec ce message de famille, mais ouais. Mm-hmm. Mais en étant adulte, tu vois que l'histoire parle un peu de comme une crise de quarantaine, pas de quarantaine confinement, mais de quarantaine pour Mr. Fox. Donc lui, comme j'ai dit tantôt, il volait des poules, il volait des affaires, il était voleur. Puis maintenant, il est rendu père de famille. Puis il perd un peu son wild animal side. Il avait l'impression que c'est ça qui lui définissait. D'après lui, il va toujours être un wild animal, puis il peut pas être un wild animal s'il est un père de famille. T'sais, il va parler avec Mrs. Fox, puis elle va dire Why did you lie to me? Puis il dit Because I'm a wild animal. T'sais, il peut pas choisir, il peut pas faire des bonnes décisions parce que pour lui, il est sauvage. Essentiellement, à la fin du film, il réalise qu'il est capable de faire les deux. Puis c'est avec la scène, avec le loup. Il voit un loup de l'autre bord de la rue. Tout le long du film, il parle d'un loup. Le loup, ça représente quand même un animal très sauvage. C'est féroce, un loup. Si moi je verrais un loup, j'aurais peur. Donc, le loup représente le wild animal. Puis il va dire qu'il y a une phobie du loup. Parce que s'il devient complètement wild animal, il a besoin de délaisser son enfant, Ash et Mrs. Fox. Mais c'est pas ça qu'il veut, mais il veut quand même avoir le juste milieu. Donc, il montre son poing au loup. Le loup aussi, il montre son poing pour montrer qu'il est comme « Hey, je suis un peu wild ». Puis il dit « Wish him luck ». Tout le monde dit « Good luck ». Le loup, il reste wild, puis Fox décide de laisser sa wildlife derrière lui. Mais il a toujours gardé un peu une idée qu'il est un animal sauvage comme un renard. Puis lui, c'est ça, c'est garder ce qui le définit. C'est ça son problème. Puis pour Ash, c'est former ce qui le définit comme tel. Donc, comme Phil il a dit, il veut être comme son père, il veut être un athlète, mais clairement, ça marche pas parce qu'il y a son cousin qui est vraiment bon, he's a natural at everything, puis ça le dérange, puis fâché, puis ça. Puis il est pas capable de s'accepter lui-même. Toujours comme, man, tout le monde m'haït. Mais c'est juste qu'il est pas capable de trouver ce qui est,
parce qu'il y a trop de pression, puis il est en une crise d'adolescence. Ouais. Donc, il y a 2 crises en même temps. Puis là, il y a une belle conversation entre Mr. Fox puis Ash. Mr. Fox dit, "The whole time I was putting paw over paw with your mother digging beside me, and I thought to myself, I wonder who this little boy is gonna be. Ash, I'm so glad he was you." C'est comme le premier moment où est-ce que, comme, dans le film, tu vois que Mr. Fox, il aime beaucoup son fils. Puis que même s'il n'est pas l'athlète que lui était ou comme le rebelle que lui était plus jeune, il l'aime quand même. Puis c'est comme, wow, un beau moment pour les deux. Ouais. Puis j'ose espérer qu'un jeune qui regarde ça comprend si ils ont une relation même un peu semblable avec leurs parents. J'ose espérer qu'un enfant peut comprendre ce message-là, cette morale-là. Puis je pense tout ça pour dire que quand ça vient à la question, OK, est-ce que c'est un film pour enfants ou pour adultes ou est-ce que c'est juste un film? Puis tu l'as mentionné plus tôt lorsque tu as mentionné, souvent des films pour enfants, c'est des messages de famille, right? Parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis autant que ça semble peut-être comme une façon, je pense, facile de boil down des films pour enfants, je pense que c'est une question de référent, right? Genre si t'as pas, puis c'est ça que je disais plus tôt, c'est pas une question de, comme un film pour enfants, c'est pas un film qui est stupide, c'est un film qui parle aux enfants parce que il reconnaît qu'un enfant a juste moins de vécu. Donc, il y a moins de référents. Puis, un référent qu'on sait que les enfants ont, c'est qu'ils ont souvent des familles. Donc, ils ont ce référent-là, right? Comme si tu montres un film à propos de... Comme The Lobster, un enfant aurait de la difficulté à comprendre parce qu'ils ont probablement pas été dans des relations amoureuses sérieuses ou ils ont probablement pas essayé de trouver des relations amoureuses sérieuses, à part de genre, tu sais, avec qui est-ce que je joue au basketball à la première récréation. Mais ça, on le comprend tous, right? Donc, je pense que c'est un peu cette idée-là où il y a un film par enfant, à moins à voir avec l'intelligence, puis c'est pour ça qu'un adulte peut le regarder puis autant comprendre le message de famille, right? Parce qu'un adulte, pour la majeure partie, j'imagine, fait quand même partie d'une certaine famille, il va soit commencer une famille ou ils ont, tu sais, sur ce message-là. Finalement, je pense l'idée de est-ce que c'est un film pour adultes, pour enfants, ça vient plus juste une question de c'est quoi le référent. Le public, c'est vraiment juste une question de qui peut en sortir de quoi en termes de morale parce que qui vit une situation semblable. C'est très vrai. Puis avec un film comme Where the Wild Things Are, que c'est difficile à voir, que c'est pour enfants, mais si un enfant le voit, je pense qu'il y a des affaires qu'il va stocker avec, genre. Par exemple, Alexander, le personnage de Alexander qui représente un peu la nervosité, l'anxiété d'un enfant. Il est tout le temps en train de poser des questions, il est bien stressé. Puis ça, si un enfant, un jour, est nerveux, il est stressé, a de l'anxiété, il peut se dire « Ah, c'est comme dans le film. » Tu sais, dans le moment, quand il l'écoute, il va pas être comme « Ah, oui, ça représente ça représente l'anxiété d'être un enfant ici dans une société capitaliste. » Il va jamais se dire ça. À part si ton enfant, c'est Albert Camus. Mais pour la plupart du monde, nos enfants, c'est pas Albert Camus. Donc, mais je sais pas, là, toi, ton enfant s'appelle-tu Albert Camus, Phil? En honneur de ce podcast, je vais nommer mon enfant Albert Camus. Wow, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Ta femme va devoir mourir. Puis il va écrire un livre, il va dire aujourd'hui ma mère est morte. Mais c'est pas lui, c'est Morceau. Anyways, j'ai décidé d'explorer l'étranger récemment. Je me pose beaucoup de questions. Tout ça pour dire que ton enfant, dans le moment, va pas comprendre, mais plus tard, peut-être qu'il va retourner écouter le film. Il va redécouvrir le film, faire comme wow. Comme Max, il réalise pas que les différents Wild Things représentent un peu sa vie. Il comprend pas que quand Judith, elle chiale après, là, puis comme elle est juste all over the place, puis lui aussi il crie après, puis elle dit comme oh, the king can't be angry, only the people he serves can be angry at him. Lui il comprend pas que c'est un parallèle avec sa mère. De la situation qui vient d'arriver. Mais nous autres, comme spectateurs, on voit que c'est ça. C'est assez clair. Ou même chose avec Terry et Bob, puis les amis de sa sœur. Pas mal ça. Ouais, mais un enfant va se rappeler des moments. Tu sais, je pense que... Est-ce que l'enfant va être capable de un peu... va se rappeler de tout le film, puis être capable d'analyser dans les grands morceaux? Non, probablement pas. Mais pour retourner à Terry et Bob, right? Juste la petite scène où ce que Carol puis Max sont ensemble, puis Carol est comme « I don't even understand the squawking ». Puis là, Max est comme, to be honest, me neither. J'ai juste vu le film une fois, ça j'ai pas pu pratiquer mon interprétation de Carol. I don't even understand the squawking. Je peux même pas, comme dans ma tête, je peux même pas essayer d'imaginer c'est quoi sa voix. Mais en tout cas, so Carol et Max ont ce moment-là. Puis je pense qu'un jeune peut quand même relate à l'idée de comme pas nécessairement comprendre. Tu sais, comme quand t'es jeune, puis il y a deux personnes qui sont en train d'avoir une conversation, puis tu comprends les mots, mais tu comprends pas ce qu'ils essaient de se dire parce que c'est comme, just feels like another language. Je pense que cette idée-là est quand même très relatable. Tout ça pour dire, tu sais, moi je pense à des films que moi j'ai regardés quand j'étais jeune, right? Genre,
ah, je me rappelle du film, le film de Tigrou, right? Puis je me rappelle pas de tout le film, mais je me rappelle des moments clés, genre la scène avec l'arbre, tu sais, puis toute la famille. Puis là, il arrive à l'arbre, puis comme il neige, et il pleure parce qu'il est comme, ah ouais, ma famille. Puis là, à la fin, il trouve finalement, il réalise comme, parce qu'il y a comme Winnie qui arrive, Winnie l'ourson, puis tout le monde. Puis je pense que là, en tant que jeune, tu réalises, ok, comme la maison que j'ai, comme ça peut être like my home, right? Puis c'est ma famille. Puis juste en tant que jeune, même si je comprenais pas toutes les lignes du film, je comprenais comme, ok, c'est quoi une famille, c'est quoi l'amour familial. Puis c'est comme, t'as pas besoin d'être capable de break down un film, je pense, pour comprendre. Si un film est bon, right? Si un film est bien fait, t'es capable de quand même comprendre. C'est même chose avec Wall-E, je l'ai vu une fois, quand j'avais comme 9 ou 10 ans. Justement pour dire Wall-E. Ouais, parce que j'ai vu Wall-E une fois quand j'avais comme 9 ou 10 ans. Puis quand même un jour, quelqu'un mentionne comme une analyse de Wall-E, puis je suis comme, yeah, I agree. Même si j'étais super jeune quand je l'ai vu, puis j'ai jamais fait de film, so je sais pas, peut-être que Pixar a de l'expérience, so je suis certain qu'eux, ils connaissent les techniques, mais ils sont capables de créer un film qu'en tant qu'enfant, tu vois, puis visuellement, tu sais, je pense pas que moi, j'étais en train de me dire, oh my god, capitalism bad, ou quelque chose du genre quand je regardais Wall-E, mais je me disais comme, ah, intéressant, la planète. Comme moi, je pensais pas à notre planète quand je regardais Wall-E. Je pensais juste. Mais plus vieux, tu penses à Wall-E puis t'es comme, oh wait, holy shit. J'ai retenu le film assez en tant qu'enfant que plus tard, en tant qu'adulte, je peux y penser. Puis les moments importants sont quand même là dans ma tête, dans ma mémoire. Puis je suis quand même capable d'y penser avec le même œil, right? Parce que je suis quand même la même personne. Puis j'ai quand même vu le même film. Je pense que c'est ça la différence entre, ok, est-ce que c'est un film intelligent ou est-ce que c'est un film qui... Je pense que si j'avais vu un film qui était comme, les humains sont en train de détruire la planète. Voici ce qui pourrait se passer. J'y penserais pas. Mais au lieu, c'est un robot qui parle pas, qui démontre juste ses émotions. En tout cas, c'est quelque chose que je pense que j'ose espérer que les deux films Fantastic Mr. Fox et Where the Wild Things Are ont aussi, right? Tu vas te rappeler des moments, puis le plus tard, adulte, tu peux les revisiter, puis autant les apprécier. C'est parce que la morale est masquée avec le front de « Ah, c'est un film où est-ce qu'il y a des créatures, où est-ce qu'il y a des affaires qui bougent, où est-ce que... » Mais la morale... Tu vas le comprendre un peu plus tard. Ouais. Le message derrière, toutes les références, plus tard, ça va te frapper un jour, puis là, tu vas repenser au film. Ouais. Je pense c'est ça. C'est ça un bon film. Juste pour revenir, no hate pour DreamWorks puis Cloudy with a Chance of Meatballs. Je me rappelle d'avoir vu le premier quand j'étais jeune. Pas de ressortir rien. Mm-hmm. À ce jour, je me rappelle plus de rien de ce film. Puis écouter le deuxième, faire comme... Ah, ok, je comprends. La famille, comme encore, c'était l'idée de comme... Les amis, c'est important... Puis, mais il n'y avait pas rien. Tout était très montré à la lettre. OK, mais c'est ça qui se passe. OK. Donc, c'était vraiment in the moment. Plus tard, je ne veux pas y repenser parce que j'ai vécu toute l'expérience en l'écoutant. Ouais. J'ai pas besoin d'y réfléchir sans vraiment vouloir y réfléchir. Ouais. Mais si on parle de ça un peu côté film pour enfants, right? Tu sais, des films Cloudy with a Chance of Meatball, not necessarily shitty movie, mais pas plus deep que ça, versus Wall-E ou quelque chose comme ça qui te fait réfléchir. Puis évidemment, Mr. Fox ou Where the Wild Things Are. Mais là, je pense que la même chose s'applique pour les films quote-unquote pour adultes, right? Pense aux films que nous, on a regardés pour leitmotiv jusqu'à date, right? Quelque chose comme The Lighthouse. C'est pas nécessairement que les thèmes sont masqués. Tu sais, c'est pas nécessairement que les thèmes pour Wall-E sont masqués derrière Revenir ou que Fantastic Mr. Fox est masqué. C'est juste que je pense que n'importe quel bon film, il y a une présentation visuelle, il y a une présentation sonore, puis tu peux l'analyser littéralement. Tu pourrais analyser Synecdoche, New York littéralement, mais tu détesterais ta vie parce que qu'est-ce que tu ressortirais? Faut être capable de faire cette analyse. Puis je pense que c'est un film pour enfants, c'est un film qui respecte qu'un enfant va être capable de faire une analyse. Peut-être pas aussi profonde. Tu sais, je veux pas faire mon kid watch Eraserhead. Parce que sinon, il va plus jamais me faire confiance. Ouais, je pense que c'est un peu là la distinction entre... je pense qu'il y a une plus petite distinction entre film pour enfants versus adulte comme une distinction mauvais film versus bon film. Parce que on aurait pu regarder Grown Ups 1 et 2 pour notre podcast. Mais est-ce qu'on aurait eu des bonnes discussions de « Ah, voici la morale » ou est-ce qu'on aurait été comme « Well, going to a resort au milieu de nulle part, down a water slide, can be fun. » Ah, c'est drôle cette partie-là. J'ai aimé la partie où est-ce que Adam Sandler a crié, puis Kevin James a fait une fat joke. Ça, c'était vrai, parce que comme... Oh my god, c'était freaking... wow. Wow. Puis le Rob Schneider, il est petit. Oui.
Puis là, il Ah, man, c'est y a drôle. aussi d'autres Ah, puis personnes qui disent des David mots. Spade. Oh my god. David Spade puis Chris Rock sont là, Ouais. là. Man. Ouais. Non, c'est vraiment ça. Puis le deuxième, hey. Oh my god. Tu diras ce que tu voudrais à propos du deuxième, mais c'est un sequel. C'est... Il y a des affaires qui sont pas des films. Il y a des affaires que... Une table, c'est pas un film. Une bouteille d'eau, pas un film. Ouais. Grown Ups 2, c'est un Ouais. film. Ben, c'est ça que j'admire tellement de Adam Sandler, c'est que tellement de ses projets ont été des films. Tu sais, c'est fou. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui ils admirent pas comment constant qu'il a été. Tu sais, première fois qu'il y a eu un rôle principal dans un film, guess what? C'était toujours un film. Puis juste, à travers sa carrière, toujours été des films quand il était dans un film. Puis il y a du monde qui respecte pas ce grind. Ouais. C'est aussi impressionnant que Grown Ups puis Grown Ups 2 a eu genre, tu sais, ça l'a pris 3 ans pour faire Grown Ups 2. Juste 3 ans. Comme, me semble, tu sais, comme Eggers, right? Robert Eggers, tu sais, ça lui a quand même pris quelques années, là, après The Witch, comme 5 années entre The Witch puis The Lighthouse. David Lynch, ça lui a pris 5 ans pour Eraserhead. C'est-tu bon? Ouais, ben, c'est correct, mais est-ce qu'on. Box Office, Eraserhead versus Grown Ups 2. Exactement. Star Wars, ça l'a pris quoi? 30 ans Ouais, pour finir la série? ouais, Puis qui parle de Star Wars? ouais, Personne. c'est ça. Justement. On est en train de hater sur Adam Sandler, mais Adam Sandler, je respecte beaucoup Ben oui, Adam ben comme, tu Sandler. sais, je serais pas surpris de voir comme Uncut Gems dans. Ou un des films, probablement Meyerowitz Story, ce serait bon pour comme famille. En tout cas, c'est tellement. On est en train de planifier les prochains épisodes. Oui, pour encourager le monde qui nous écoute de commenter puis de nous laisser savoir ce que vous voulez voir dans un épisode de Leitmotiv. Non, mais t'es en train de dire ça parce que t'es en train de planifier saison 2 de Leitmotiv? Oui, ben justement, je suis en train d'y penser parce que ben, plus tôt, on avait mentionné crise de quarantaine, en train de parler de l'âge. Mais en fait, en parlant de crise de quarantaine de pandémie, le Leitmotiv a un peu été créé dans une crise de quarantaine. Puis vu qu'on retourne un peu à une vie bof, normal. L'école commence bientôt, donc on commence déjà à passer à saison 2 qui va arriver down the line. Mais avant de sauter à ça, est-ce que on a d'autres points pour un peu la conversation pour enfants? Est-ce qu'on retourne à nos moutons ou on laisse nos moutons fuck off dans le pré? Oui, mes moutons, je les ai tous rasés. Je me suis fait un manteau avec, puis je suis prêt à le porter pour un temps. Ouais. Toi et tes moutons. Ben, je pense qu'il y avait un mouton, le mouton noir. Ok. Mais je voulais parler de publicité. Ah oui, c'est vrai. Oui, de publicité parce que les deux films, je pense que sont semblables dans un peu leur ambiguïté. Est-ce que c'est un film pour enfants ou pour adultes? Mais leur publicité aide pas parce que, ok, je pense que Fantastic Mr. Fox, si on regarde poster ou bande-annonce entre les deux, tu sais, je pense que Fantastic Mr. Fox, ça tombe un peu dans le iconography de Wes Anderson où c'est tout comme symétrique, puis il y a des couleurs un peu comme pastel, bright. Donc ça, oui, je dirais que ça tombe pour enfants. Mais moi, je pense ce qui est un peu intéressant en termes de comme publicité, c'est Where the Wild Things Are, où ce que, tu sais, le trailer, c'est presque plus l'air comme, genre, pour un indie film de comme A24, de comme quelque chose qui s'appelle genre Kings of Summer. En fait, Kings of Summer, c'est un film que me semble a presque le même trailer. Mais tu sais, le font, tout ce que c'est comme Handwritten, ou comme Swiss Army Man a probablement comme un trailer semblable à Where the Wild Things Are. C'est très comme indie darling, genre. Puis ça, c'est presque comme plus appealing pour, mettons, du monde de 40 ans. Les parents, comme on en parlait plus tôt, je pense que Spike Jonze reconnaissait que son film allait immédiatement être plus appealing pour les adultes qui ont grandi avec le livre que pour les enfants et qu'eux, ils abonneraient leurs enfants. Puis si tu regardes les posters, bro, je sais pas. Si moi, j'étais un jeune, comme les posters, c'est, bro, my guy, dude, Check les yo, posters. Z-Dog. Non, mais les posters, c'est un kid à côté de comme un gros... Je sais pas à quel point c'est le poster que j'aurais vu, puis je m'aurais dit genre, wow, I want to go see that movie. Pour moi, ça a l'air comme les posters de genre Missing Link. Puis la seule chose que je me rappelle de Missing Link, c'est le poster. J'ai littéralement aucune idée c'est quoi le film. But it's a big furry creature. Puis je me dis, je sais pas, en tant que jeune, je préfère aller voir comme The New Spider-Man reboot. Mais tout ça pour dire, je crois que Where the Wild Things Are reconnaissait que c'est un film ambigu dans comme sa présentation de est-ce que c'est pour enfants ou pour adultes. Puis je pense que ça un peu plus été fait en termes de publicité pour adultes, de jeunes adultes qui connaissaient déjà le livre. Puis je pense que c'est un peu où ce que ça tombe en tant qu'œuvre aussi. Deux œuvres qui on peut analyser en tant
que jeune adulte. On peut analyser en tant que kid s'il y a des jeunes de 4 ans qui décident de commencer leur propre podcast. On peut... ouais. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Puis c'est mon mouton noir que je viens de raser. Et je viens de me faire un bon bow tie. Ouais. Donc, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin de Locomotive de saison 1. Ça se peut qu'il y ait un épisode bonus. Je sais comme ça. Ouais. Mais je sais pas, on l'a pas encore enregistré là. Fait que Ouais, je sais pas. on le saurait pas. Je sais comme ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Merci, Phil. Merci, Zach. Merci pour une bonne première saison. I'm popping the champagne right now. Donc, merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci d'écrire dans les commentaires. Si vous écrivez dans les commentaires, de partager, de nous partager votre opinion. Si vous avez vu les films, quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus vieux. N'importe quoi, vraiment. On vous rappelle qu'on a parlé de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Et Where the Wild Things Are par Spike Jonze. Bye. Ciao.